Du père Placide Tempels, Philosophie bantoue, chapitre 4, la théorie du Muntu ou la psychologie bantoue, suite 3. Le Muntu est une cause active, il exerce une influence vitale. Tout comme l'ontologie bantoue est rebelle au concept de la chose individuelle existante en elle-même, la psychologie bantoue ne peut concevoir l'homme en tant qu'individu, force existant en elle-même, en dehors de ses relations ontologiques avec les autres êtres vivants, en dehors de son rapport avec les forces animées ou inanimées qui l'entourent. Le noir ne peut être solitaire. Il ne suffit pas de traduire cela en disant qu'il est un être social. Non, il se sent et se sait une force vitale, en rapport actuel, intime et permanent avec d'autres forces agissant au-dessus et en dessous de lui dans la hiérarchie des forces. Il se connaît comme force vitale, actuellement influencée et influençante. L'être humain, considéré en dehors de la hiérarchie ontologique, de l'interaction des forces, est inexistant dans la conception bantoue. Nous nous sommes étendus suffisamment au sujet de l'interaction des êtres au chapitre traitant de l'ontologie bantoue pour qu'il ne soit point nécessaire d'en revoir l'application particulière sous la présente rubrique. Nous avons tenté de formuler les lois régissant l'interaction des êtres que nous avons qualifiées de lois causales, là où l'on affectait de ne voir jusqu'à présent que des dérivations magiques. Traitant de psychologie, il convient toutefois de s'arrêter à l'examen de ce que nous nommerions la volonté. Les Bantous connaissent le libre arbitre, la faculté qu'a le Muntu de choisir et de décider par lui-même entre un bien supérieur et un bien inférieur, entre le bien et le mal. Ils pensent que l'homme peut avoir une volonté vivifiante ou une volonté destructrice. L'homme peut avoir une volonté ordonnée, c'est-à-dire vouloir conformément à l'ordre des forces telles que Dieu les a voulues, en respectant la vie et la hiérarchie des forces. C'est en agissant de la sorte que le patriarche ou le chef de clan, le chef, le Nganga, l'homme au remède, pourra agir en véritable animateur de la vie, en conservateur et en protecteur de la force vitale. L'homme peut cependant également être animé d'une volonté destructrice, une volition néfaste. Sa volonté mauvaise, haine, envie, jalousie, aura ses répercussions sur la force vitale des êtres plus faibles par la seule volition d'une réduction vitale. C'est cette influence néfaste découlant de la volonté destructrice de certains hommes qui est désignée par Buloji ou Kulowa chez les Baluba. B. Le nom ou l'individu. Après avoir traité de l'homme en général, voyons comment les Bantous comprennent l'homme concret, l'individu déterminé. 1. L'individu est impénétrable pour son semblable. La notion générale de l'homme telle que nous l'avons décrite est un bien commun de la pensée bantoue. Elle est vraisemblablement commune à tous les peuples primitifs. Passant dans la connaissance de l'être concret et individué, la connaissance devient plus hésitante. Mundamwa mukwenu kemelwa kuboko nansia ulele nandi butanda bumo. Traduction: nul ne peut mettre le bras dans l'intérieur de son compagnon, quand bien même il partagerait sa couche. Le fort intérieur du prochain demeure secret pour son ami le plus intime. Quelle est la nature de telle influence vitale qui se meut dans mon ambiance avec laquelle je cohabite ? Quelle est l'intensité de sa force ? Quelle est son action en tel cas déterminé ou sur telle personne individuée ? Ce sont autant de choses que l'on ne peut palper de ses mains, qu'on ne peut voir de ses yeux. Dans ce domaine de l'action, il ne peut être invoqué de témoin. Nous avons signalé déjà que dans l'homme, les Bantous distinguent l'homme proprement dit, et en outre, ses diverses manifestations sensibles, le corps, le souffle, l'ombre, etc. La connaissance directe de la force vivante qui est l'homme en soi n'est pas donnée à chacun parmi les Bantous. C'est le privilège des voyants, au sujet desquels nous aurons à traiter plus loin. 2. Les critères généraux définissant l'individu.
Un premier critère est le nom. Le nom exprime le caractère individuel de l'être. Le nom n'est pas une simple étiquette, c'est la réalité même de l'individu. Un exemple fera saisir la différence d'acception du nom chez les Occidentaux et chez les Bantous. Si l'on hésite quant au nom d'un Européen et qu'on lui pose la question « Vous vous nommez Louis, n'est-ce pas ?», il vous répondra par oui ou par non. Demandez cependant au Muntu « Vous vous nommez bien Ilunga ?» et vous vous attirerez l'une des réponses « Tata », c'est-à-dire père, ou Bwana, c'est-à-dire maître, ou encore moi, moi-même, moi ici, ou c'est moi. Mais il ne vous donnera pas du Eyo ou d'une Dio, c'est-à-dire oui. J'ai poussé l'expérimentation plus loin. J'avais baptisé un bébé noir et portant l'acte au registre, j'interrogeais les parents. Son nom indigène est donc bien Ngoy ? Réponse, c'est lui. Et son nom chrétien est donc bien Joseph ? Réponse, oui. Le nom indigène désigne en effet qui est l'enfant, tandis que le nom chrétien est quelque chose d'adventiste, d'étranger, d'européen. C'est pourquoi on peut répondre comme parleraient les Européens, se nomme-t-il Joseph ? Oui, il se nomme Joseph. Le premier nom désigne la spécification individuelle, le deuxième nom est une épithète adventice. La réponse Tata ou Bwana, qui peut étonner le lecteur, recevra ultérieurement sa pleine explication. Il suffise d'indiquer ici que celui qui répond à l'appel de son nom le fait en respectant le rang vital, la relation de force dans laquelle il se trouve en face de son interlocuteur.